Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Mathieu Escoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président à la métropole du groupe Lyon 1 commun et élu d'arrondissement adjoint au logement dans le 8e arrondissement. Vous avez annoncé cette semaine avec trois de vos collègues votre démission de la France Insoumise. Vous quittez un parti devenu sectaire, clanique. Qu'est-ce qui s'est passé chez LFI? Alors d'abord, merci pour votre invitation aujourd'hui. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont envoyé des messages. On comprend bien qu'après 6, 7, 8 ans de militance dans ce mouvement, c'est difficile de prendre une décision de départ. Donc c'est ce que nous avons fait pour deux raisons, je pense, qui sont pour nous fondamentales. D'abord une raison nationale. En gros, le discours politique public qui a été porté depuis l'affaire Quatennens et puis récemment sur le conflit Israël-Palestine, pour nous, n'était plus un discours dans lequel on se retrouvait. Parce qu'il était, on va dire, conflictuel. Par rapport au groupe politique de gauche, on voit bien que la logique, il faut réussir à rassembler et pas réussir à cliver. C'est ça, nous, notre enjeu en tout cas. Notre enjeu, j'allais en parler, notre enjeu local, rassembler la gauche, rassembler les citoyens. Et aujourd'hui, le cadre de la France insoumise, de notre point de vue, ne le permet pas. En 2020, on avait réussi à obtenir le soutien de la France insoumise sur une ligne stratégique qui était le rassemblement de la gauche et des citoyens et des collectifs, des mouvements. Alors, on va venir à Lyon avant, mais simplement sur la situation nationale pour comprendre. Vous êtes engagé d'abord pour Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, pour vous, c'est plus l'homme de la situation. En tout cas, ce que je dirais, c'est que le discours politique qui est donné par la France insoumise au niveau national ne nous convient plus en termes de conflictualité dans l'espace social. Pour nous, ce n'est pas acceptable. Et alors, quel est l'avenir pour la gauche au niveau national? Il est très difficile, je pense. Il s'est assombri. Les européennes qui arrivent vont être difficiles aussi, puisqu'il va y avoir des listes séparées. Nous, on avait porté, partout où on a pu le dire, une logique de rassemblement, là aussi, dont on a vu qu'elle était impossible. Peut-être aussi qu'elle était impossible parce que la posture de la France insoumise l'a empêché au niveau national, d'une certaine manière, à travers le discours qui a été porté, et puis la volonté d'autres mouvements politiques de s'extraire aussi de la NUPES. On a vu les débats qu'il y avait au Parti socialiste, les débats qu'il y a eu chez les écologistes. Alors, Aurélien Gris, qui a réagi à votre départ sur Internet, des commentaires assez secs. LOL, un non-sujet, ces élus sont en retraite depuis la présidentielle. C'est le cas? Alors, disons que c'est facile. Pierre Morier a été très présent dans les discussions pendant les législatives. On a été très présent pendant les régionales. Tout ça, ce sont des faits. On a milité, on a tracté, on était auprès des personnes qui étaient candidates. Donc non, c'est facile pour des personnes après coup de dire que les gens n'étaient pas engagés. On a parlé des divisions au niveau local. Elles datent de quand finalement? On se souvient que la France insoumise au niveau local était divisée sur les municipales. Vous étiez avec Nathalie Perrin-Gilbert. D'autres avaient fait le choix des listes de gauche unies avec Renaud Père. C'est de là que datent les divisions? Alors, il faut bien comprendre que souvent, on a dit que c'était des problématiques de personnes. Nous, notre analyse, c'est que l'enjeu, c'était un enjeu de ligne stratégique. Nous, ce qu'on a défendu auprès de la France insoumise en 2020, à travers la candidature de Nathalie Perrin-Gilbert, c'était le rassemblement de la gauche et des citoyens. C'était ça notre objectif, c'est ce qu'on a essayé de construire en tant qu'espace politique, comme plateforme politique avec Lyon en commun. Donc ça, c'était notre enjeu à nous, c'était notre ligne politique. Et puis on a vu que progressivement, à partir de la présidentielle où Jean-Luc Mélenchon fait 22%, très clairement, la ligne de la France insoumise au niveau local, tant au niveau national, va changer avec une approche plus hégémonique. En substance, la France insoumise est devant et les autres partis pourraient être caporalisés. Et ça, pour nous, ce n'était pas possible. Et on ne peut pas porter une logique de rassemblement en ayant ce type de discours. Le point de rupture, c'est l'arrivée de Gabriel Amar à Villeurbanne? Il représente, à mon avis, la séquence présidentielle législative, oui, ça c'est certain. C'est lui qui a fait changer la ligne au niveau local? Vu sa proximité avec le niveau national, on peut le penser. Alors, vous racontez dans votre communiqué de presse des campagnes électorales très tendues, mais ça va loin, vous entendre, puisque vous parlez au niveau à l'époque des régionales d'attaques personnelles et même homophobes au sein de la France insoumise. Ça venait d'où? D'un certain nombre de militants, mais c'était déjà le cas en 2020. C'est des choses qui sont factuelles, puisque notamment Pierre Morier avait fait remonter au comité national de la France insoumise un certain nombre de faits qui sont portés à leur connaissance. J'ai aussi été accusé de racisme, par exemple, alors que j'ai une petite fille afro. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y avait une volonté de flétrir et d'empêcher la ligne politique qu'on portait de rassemblement. C'était très clair.
Et quand on parle d'attaque homophobe, il n'y a pas eu de suite judiciaire? Non. Je pense que le combat politique ne nécessite pas qu'on aille sur ces débats juridiques. Quelle va être la suite au niveau local? Comment vous allez vous réorganiser? Bon, réorganiser, nous en tout cas, les 4 élus qui quittons la France Insoumise, on va cette fois-ci accélérer notre soutien, notre présence et notre volonté de rassemblement à travers la plateforme de Lieux en commun, c'est très clair. On pense que c'est le rassemblement de la gauche et des citoyens qui est la nécessité politique aujourd'hui, tant au niveau local qu'au niveau national. Donc c'est vraiment ça qu'on veut mener. En clair, vous préparez une candidature de Nathalie Perrin-Gilbert en prochaine municipale? Pour l'instant, la séquence politique, elle n'est pas là, de notre point de vue. Il y a la séquence des européennes qui démarre, enfin du moins on est déjà un peu avancé dans les européennes. Donc on va laisser cette séquence avancer et on verra après comment le mouvement se positionnera. Ce n'est pas moi aujourd'hui qui est ni le porte-parole de Nathalie Perrin-Gilbert, ni le porte-parole du collectif, de la plateforme citoyenne dans laquelle on s'est inscrit. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de rancœur quand on voit que des Laurent Legendre ou Florestan Groux, qui étaient sur une ligne différente de la vôtre aux dernières municipales, eux ont été intégrés à l'exécutif, pas de vice-président ou des délégations? C'est ça au final qui amène votre départ aujourd'hui? Non, très clairement non. D'abord, moi je suis très heureux de notre travail dans le groupe Métropole en commun. On a Laurence Boffet qui est vice-présidente qui fait un travail très efficace. Donc non, ce n'est pas le sujet. Il faut vraiment comprendre que c'est un sujet de ligne politique, de ligne stratégique. Nous, notre choix, ce n'est pas l'hégémonie. On pense que l'hégémonie ne nous mènera nulle part pour rassembler la gauche dans ce pays, ni au niveau local, ni au niveau national. Donc on est sur cette ligne du rassemblement et aussi du rassemblement des forces citoyennes. C'est ça notre enjeu et c'est pour ça qu'on quitte la France Insoumise aujourd'hui. Et vous aviez obtenu l'exclusion, au moins provisoire, de Laurent Legendre, Florestan Groux, qui vont aujourd'hui incarner la France Insoumise finalement. Alors nous, on n'a rien demandé. Je veux dire, de la même manière qu'on n'a pas fait des dépôts de plainte pour des questions juridiques par rapport à ce que vous évoquiez, on n'a pas demandé non plus l'exclusion des gens. C'est pas notre vision de la politique. C'est le mouvement. C'est le mouvement qui a prononcé des exclusions à l'époque. Là, c'est pareil, c'est vous qui m'amenez à le dire. Un mot sur la situation du logement. Vous êtes adjoint au logement dans le 8e arrondissement. La métropole vit une crise du logement assez forte. Bon, ce n'est pas la seule, mais en tout cas, dans l'agglomération, ça se traduit notamment par récemment une occupation d'une église, par des jeunes qui se disent mineurs, mais dont la minorité n'est pas forcément reconnue. Qu'est-ce qui se passe à Lyon? Est-ce que la métropole, est-ce que Renaud Père, vice-président au logement, en fait assez? Alors, il y a plusieurs sujets dans votre question. Il y a d'abord un sujet des mineurs non accompagnés qui sont en recours, c'est-à-dire qui ont passé une première étape et qui n'ont pas été reconnus comme mineurs. On sent que sur ce sujet-là, il y a des divergences de plus en plus fortes entre vous, la ville de Lyon, et d'un côté, et puis Bruno Bernard, Renaud Père, la métropole de l'autre. Alors d'abord, il faut s'extraire de la logique locale. C'est un sujet qui devient un sujet fil rouge depuis 2017-2018. Donc moi, ce que je regrette, c'est que l'État n'ait pas de politique publique régalienne sur ce sujet. Mais de manière générale, sur la protection de l'enfance, on voit bien qu'il y a un problème de prise en charge, de prise en compte par l'État de l'ensemble du process de la protection de l'enfance, pas que de la question des mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés ont encore plus fracturé l'aide sociale à l'enfance qui était déjà très en difficulté, du fait du Covid, du fait des difficultés de recrutement et du fait qu'il n'y ait pas de politique nationale. C'est pour ça que nous, ce qu'on demande sur la protection de l'enfance, c'est la nationalisation de cette politique régalienne. C'est ça qu'on demande aujourd'hui. Parce que ce n'est pas les questions locales qui régleront ce souci-là. Partout en France, et c'est Charlotte Cobel, la secrétaire à l'enfance, qui l'a dit, partout, les collectivités se renvoient la balle entre le préfet, une ville, le département, parce que les compétences redonner la patate chaude finalement à l'État. Et nous aujourd'hui, bon, pas exactement, mais nous aujourd'hui à la métropole, il faut quand même entendre qu'il y a eu 2 stations qui ont été créées, 100 places pour les mineurs qui sont en recours. Donc la métropole a fait beaucoup sur ce sujet. Mais le souci, c'est qu'à un moment donné, il nous faut une politique régalienne claire pour qu'on puisse savoir comment on va gérer ces situations. Parce que sinon, régulièrement, on sera encore amené à avoir ces sujets dans la société et dans toute la France. Donc finalement, c'était que l'État qui gère déjà l'hébergement d'urgence, gère aussi toute la partie mineurs non accompagnés. Alors c'est plus complexe. Est-ce pas une manière de vous défausser une nouvelle fois sur l'État? Non, il y a une vraie problématique de coordination entre l'État et le niveau local. C'est-à-dire que la protection de l'enfance aujourd'hui, c'est déjà un sujet régalien. Parce que ça touche les questions de justice, ça touche les questions de santé et ça touche les questions d'éducation nationale. Donc Charlotte Cobel, elle a bien vu, puisqu'elle a rassemblé tous ces acteurs ministériels dans le travail qui est mené et dont on aura des réponses en juin 2024. Donc c'est déjà un sujet régalien. Le problème, c'est la coordination. Comment on coordonne une politique nationale
avec des politiques départementales pour éviter qu'on se retrouve avec des départements comme l'Ain qui ne prennent même plus leurs compétences sur les mineurs reconnus. Vous vous rendez compte? Donc il faut revenir sur la décentralisation. Sur ce point-là, nous, c'est ce qu'on porte, mais on le porte d'ailleurs avec les collectifs citoyens. Par exemple, le collectif national pour la protection de l'enfance, qui le dit depuis longtemps. Juste un dernier mot pour finir, saluer le fait que vous avez soutenu une thèse de doctorat en juin dernier. Alors vous êtes sage-femme de formation, mais c'est une thèse de sociologie que vous avez soutenue. C'est parce qu'il n'y a pas de doctorat en tant que sage-femme que vous êtes passée à la socio? Alors, plus ou moins, disons que dans les filières médicales, d'abord merci pour votre question, dans les filières médicales, habituellement, les professionnels vont plutôt sur les spécialités d'épidémiologie de santé publique, et c'est vrai qu'on est quelques-uns en France à avoir fait le choix d'aller dans les sciences humaines et sociales pour apporter un peu plus de diversité à nos parcours. La loi de janvier 23 a permis aux sages-femmes d'obtenir un doctorat de troisième cycle, un troisième cycle court, à l'image des dentistes, donc c'est déjà une très belle réussite qu'on salue, et c'est dans ce cadre-là et dans le cadre de l'universitarisation qu'on a un certain nombre à avoir passé des doctorats pour pouvoir enseigner désormais dans les futures écoles de sages-femmes intégrées à l'université. Mathieu Ascué, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.